parler aujourd'hui de l'exil et des droits humains. Comment vous transmettre des récits que l'on entend peu, qui sont invisibles car souvent confisqués par la haine et la division? Comment vous informer sur un sujet très médiatisé mais maltraité? C'est ce que je vais tenter de faire dans cette émission, 1 heure chaque mois en compagnie d'invités pour aborder en profondeur l'émigration et les droits humains sous un nouvel angle. Bienvenue dans Exil d'une voix à l'autre, saison 2. Je suis Éléonore et je suis très heureuse de vous présenter ce rendez-vous mensuel. Après plus de 5 décennies d'un pouvoir répressif instauré par la famille Al-Assad, marqué par la terreur, la torture et la déshumanisation systémique, le régime de Bachar al-Assad est tombé le 8 décembre dernier. La chute du régime est un moment historique que beaucoup de personnes ne pensaient pas vivre de leur vivant. Après 13 années d'une guerre abominable qui a fait plus de 500 000 morts, des millions de déplacés internes et externes, le conflit syrien a bouleversé la région et le monde entier. Aujourd'hui, la fuite de Bachar al-Assad vers la Russie soulève de nombreuses questions. Quel est l'avenir pour les réfugiés syriens? Quel mécanisme de justice pour les familles des disparus et pour les survivants des geôles syriennes? Comment reconstruire un pays économiquement exsangue et socialement fracturé? Syrie, après la chute, justice, mémoire et reconstruction, c'est la thématique de cette 3e émission. Et pour m'accompagner pendant 1 heure, j'ai le plaisir d'accueillir Bouchra Al-Zoubi. Tu as quitté la Syrie en 2012. Tu es passé par la Jordanie, tu viens d'être fraîchement diplômé de Sciences Po, tu es spécialisé sur les questions migratoires, de droits humains et tu es aussi interprète. Bonsoir à toi. Bonsoir. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose sur ta présentation ? Je dirais que ça fait quelques années que je suis politiquement engagée. J'ai beaucoup travaillé sur la question de la Palestine, évidemment, parce que c'est une question qui nous touche à toutes et à tous. Et aussi, évidemment, la Syrie, la réponse pour les tremblements de terre, la question des femmes et la demande d'asile, parce que pour moi, c'est une question qui me tient beaucoup à cœur. Je suis très heureuse de t'avoir ce soir. Je me tourne vers toi, Mahmoud Hamoud. Tu es réalisateur, caméraman et monteur. Tu es aussi étudiant, puisqu'il me semble que tu es en pleine période d'examen. Bienvenue à toi. Tu as été arrêté à l'âge de 16 ans pour avoir participé à une manifestation. Tu as passé 7 ans et demi dans les prisons du régime de Bachar al-Assad, dont l'infâme Sednaya, aussi appelée l'abattoir humain. Et j'aimerais te donner la parole pour que tu te présentes aussi toi-même. Merci beaucoup. Je m'appelle Mahmoud Hamoud et je fais le cinéma aujourd'hui pour raconter l'histoire de toutes mes amies qui sont décédées aux prisons. Eh bien, merci de nous faire l'honneur de ta présence ce soir. Bonsoir Adnan Farzat, tu es photojournaliste et j'ai envie que tu te présentes toi-même ce soir. Bonsoir tout le monde. En effet, je suis Adnan Farzat, je suis photojournaliste. J'ai fait beaucoup de choses, on va dire, par le passé, et dont une des choses était d'essayer de documenter Sednaya et Todmor. Eh bien, merci d'être là avec nous ce soir. J'aimerais qu'on démarre cette émission pour expliquer un petit peu le contexte politique. En 12 jours seulement, entre le début de l'offensive rebelle islamiste et la chute de Bachar al-Assad le 8 décembre dernier, donc la Syrie est libérée. Les prisons ont de suite été investies pour libérer les détenus, les symboles de la dynastie démantelés. Mais j'aimerais qu'on revienne sur ce moment historique, puisque il y a d'abord la joie. Et ce que l'on voit depuis plus de 10 jours, ce sont les scènes de liesse un peu partout dans le monde et l'émotion du peuple syrien. Et j'aimerais vous donner la parole pour vous dire ce soir, que ressentez-vous ? Alors, moi, je voudrais répondre avant à votre présentation, parce que je pense que la chute d'Assad, ça n'a pas pris 12 jours. Ça a pris 14 ans de travail acharné et d'une révolution qui a beaucoup sacrifié les corps, les cœurs, et même la dignité de beaucoup de gens, et même l'âme de beaucoup de personnes auxquelles on pense aujourd'hui. Alors, ça fait presque 1 semaine, et j'aimerais vous dire que j'ai vu un post sur Facebook aujourd'hui qui m'a fait rire, mais aussi qui était vraiment très représentatif de nos émotions aujourd'hui. Parce qu'une amie, elle a posté un truc en disant « Écoutez, pour le deuil, on fait 3 jours. Pour la joie, on fait combien de jours ?» Ça fait déjà 1 semaine, on fait la fête, on est très joyeux, on est très heureux, on fait beaucoup de rassemblements à République et partout à Paris, mais aussi dans le monde. Et ça fait trop plaisir aussi de voir le premier vendredi, qui est très symbolique, où on voit les
les fêtes et les célébrations à Damas, mais aussi à l'attaque à Tartous et partout en Syrie, ce qui n'était pas le cas avant parce que les gens ont eu beaucoup peur. Donc oui, c'est une joie très profonde parce que personne ne peut nous enlever ça. On s'est débarrassé d'un dictateur le plus pire de notre siècle qui nous a réprimés, qui nous a vraiment enlevé toute la motivation pour se révolter contre lui. Mais il n'a pas réussi. Merci Bouchra. Et je me tourne vers toi, Mahmoud. Quelle émotion te traverse aujourd'hui? Je ne sais pas. Beaucoup d'émotions, beaucoup de choses dans ma tête. J'imagine pas que Bachar al-Assad il est encore tombé. Je rêve toujours. Et j'ai beaucoup de cauchemars toujours que je suis à Sednaya, où je suis dans la prison. Et à chaque fois, je me réveille et je dis le dictateur est tombé, et la prison de Sednaya elle est libre, elle est vide. Alors il y a plus de prison, il y a plus de dictateur, c'est tranquille. Mais c'est bon non, je pense c'est inimaginable d'être sans Bachar al-Assad ou sans la famille d'al-Assad. Après 54 ans, que moi je travaille sur un sujet dans la presse. On a fait un épisode sur les gens qui savent Bachar al-Assad. Alors, il y a des gens qui sont nés et qui savent pas notre président sauf Bachar al-Assad ou sauf Hafez Assad. Depuis son nez. Et alors, il y a le plupart de la Syrie, il sait juste les présidents de la Syrie, c'est Hafez Assad et Bachar al-Assad. Et maintenant, il n'y a plus de Bachar. C'est terminé, le clan est démantelé. Adnan, est-ce que tu veux rajouter un mot sur cette introduction? Ce que ça m'évoque. Exactement. Vertigineux. C'est le mot qui me vient. Pour ma part, je suis d'origine syrienne de mes deux parents. J'avoue que j'ai passé toute ma vie à côtoyer des gens qui avaient lutté depuis très longtemps contre ce régime. J'avoue que ma première pensée, moi j'ai été très ému par Sednaya, je m'attendais pas à la chute du régime, mais le soir même, en fait, c'était vraiment Sednaya qui hantait mes pensées, je voulais qu'elle tombe, j'en ai pas dormi de la nuit, et je me rappellerai toute ma vie qu'à 2h34, j'ai l'info, et là je pleure de joie. Je pense à énormément de gens que j'avais rencontrés, et tous ceux qui étaient passés par là. Et ça soit sous Hafez ou même après. Même si après, depuis 2011, c'était vraiment pire. Je pense à mon père, je pense à qui n'est plus là pour voir ça. Et surtout, je pense à toutes ces personnes disparues qui ont été touchées dans leur chair et qui finalement sont ceux qui ne sont pas là pour voir et partager notre joie. Et je pense que beaucoup de Syriens, en fait, c'est pour ça qu'il y a un sentiment très partagé. Ça veut dire qu'on est heureux, oui, mais en fait, il y a tous les absents qui ne sont pas là pour faire la fête. Et on va justement en reparler en deuxième partie d'émission, la question des disparitions forcées. Je me tourne vers toi, Bouchra, puisque, en fait, en vous écoutant, ce que l'on comprend, c'est que la Syrie se négociait sans les Syriens, et désormais, les Syriens sont de nouveau au centre de l'équation. Qui dirige désormais la Syrie? Rapidement, pour un petit peu contextualiser. Aujourd'hui, c'est un gouvernement transitoire composé de beaucoup de rebelles qui suit surtout Hayat Tahrir al-Sham, ce qui est HTS. Et c'est Abu Mohamed al-Jolani, aujourd'hui Ahmed al-Shara, qui est à la tête. C'est un ancien combattant de Al-Qaïda, mais aussi il était affilié à Jabhat al-Nusra, pardon. Mais elle a changé de son discours depuis 2016 et se vend comme différent, plus progressiste, et elle a un projet plutôt national. Parce qu'avant, c'était un djihadisme international, mais depuis, elle se vend comme islamiste modéré, et elle a un projet national qui concerne que la Syrie. Mais j'aimerais bien aussi ajouter que les factions qui ont libéré Damas, c'était pas que Hayat Tahrir al-Sham, on en parle beaucoup sur Hayat Tahrir al-Sham, ce qui est pas juste parce qu'en fait ça occulte les efforts de beaucoup des Syriens, de rebelles
qui étaient entassés dans l'est du pays depuis des années, qui sont des enfants qui ont vécu que la guerre et qui voulaient juste se révolter et reprendre la main sur leur pays. Du coup, aujourd'hui, pour moi, c'est une cause très unique parce que c'est pour et par les Syriens. Et on a bien le droit à l'autodétermination et pour voir aussi qu'est-ce qui va se passer. On peut pas garantir que ça va se passer bien, mais pour moi, c'est pas comparable à Assad et à sa cruauté et à ses atrocités qu'il a commis contre son peuple. Oui, d'ailleurs, HTS, Mohamed Al-Joulani a promis un état de droit. Mahmoud, comment le peuple syrien va pouvoir s'emparer de cette victoire maintenant? Parce que c'est vrai que c'est très frais, c'est un peu compliqué tout de suite de se projeter. Mais toi, en tant que Syrien, qu'est-ce que tu espères dans cette transition politique? Moi, je pense la Syrie, c'est la première fois que la Syrie est libre depuis longtemps. On attend maintenant de voir qu'est-ce qu'il y aura après. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y aura après, mais on attend toujours. Pour moi, c'est pas qu'on attend, juste on attend. On travaille aussi pour une transition politique, une passation politique qui peut être inclusive pour les gens de diaspora aussi. Parce qu'on a acquis beaucoup de compétences pour participer à ce processus. Quand on parle de HTS, pour moi aussi, c'est pas que leurs efforts, ce sera nous tous et toutes qui vont participer à ça. Et on va pas laisser faire HTS prendre la main sur la Syrie sans avoir un mot sur ça. Oui, mais pour moi, c'est une autre chose parce que moi, en fait, je suis fatigué. T'es fatigué de quoi? Je suis fatigué de faire une autre révolution maintenant. J'ai passé 7 ans en prison. J'ai vu plus que 100 personnes qui étaient tuées devant moi. Et la plupart entre mes mains. Là, je veux juste demander la question, pose la question, c'est où les disparitions forcées? Ils sont où? Moi, je sais qu'ils sont morts. Moi, je sais, parce que j'étais là-bas. J'ai vu avec mes yeux. Mais on cherche toujours la justice. Maintenant, la justice est la plus importante pour moi. Et moi, la Syrie est libre. La Syrie sans Bachar al-Assad, ça, c'était le but pour moi. Et maintenant, il y a un autre but pour moi, qu'on va voir la justice pour les disparus. Justement, tu parles des disparus. Dans l'histoire des nations, la prise du palais présidentiel est souvent l'événement qui symbolise la chute d'un régime. En Syrie, toutefois, c'est la destruction des prisons et des statues des Al-Assad, père et fils, qui illustre la fin d'une ère marquée par la répression et l'écrasement de la société. Les prisons, avec leur cortège de torture et de disparition forcée, comme tu viens de l'évoquer, incarner à la fois la terreur et la domination du régime. Et peut-être qu'on peut en parler en fait dès maintenant. Si tu veux, Mahmoud, depuis une semaine, Sednaya est au cœur de l'actualité. Tu viens de l'évoquer. Sednaya, c'est le symbole du système répressif et pénitentiaire. Elle a été construite en 1987, située à une vingtaine de kilomètres au nord de Damas. Rien que son nom provoque la terreur. Elle avait déjà été décrite par l'ONG Amnesty International comme un abattoir humain en 2017 et cette prison vient d'être libérée. Tu l'as dit, tu as été emprisonnée durant 7 ans. Quand Sednaya a été libérée, quelle a été ta première pensée, Mahmoud? Mon première pensée, c'était que je vais voir toutes les cellules que j'étais à Sednaya. C'était... Quand j'ai vu la première photo de Sednaya, c'était une photo un peu loin de Sednaya. Je l'ai vue et j'ai commencé à pleurer. C'était avant le régime, avant la tombée du régime, avant la chute du régime. Dans l'après-midi. Ouais, c'était l'après-midi. Et j'ai fait un post sur Facebook. J'ai dit Sednaya va être libre. Et moi, j'ai oublié Bachar al-Assad, j'ai oublié le régime, j'ai oublié la révolution, j'ai oublié tout. Et juste, j'attends l'image de Sednaya. J'attends les nouvelles, les infos de Sednaya. Qu'est-ce qui se passe? Et quand on a vu que Sednaya, elle était ouverte,
ils sont où les gens? Avant, quand j'étais en Sednaya, il y avait trois étages et deux sous-sols. Le deux sous-sols, il y avait des cellules, des petites cellules. Et les trois étages, il y avait 180 chambres dans ces trois étages. À chaque chambre, il y a 35 personnes. Alors, on a compté avec mes amis combien de personnes là-bas. On a compté vers 8000, 8005. Quand tu étais à Sednaya, tu parles. Oui, et après. Et après. Quand j'étais à Sednaya et après. Ok. Et là, à Sednaya, il y avait 1250. Ils sont où les autres? Justement, je me tourne vers toi, Adnan. Est-ce que tu peux nous expliquer, toi, tu as travaillé sur la prison de Sednaya depuis pratiquement plus de 20 ans. Oui, 20 ans. Il y a 20 ans, en fait. Il y a 20 ans, pardon. Il y a 20 ans, j'ai travaillé dessus. Peut-être que tu voulais continuer. Qu'est-ce qu'on a découvert là, avec la libération de Sednaya, Adnan? Je pense qu'on a découvert, en fait, aux yeux du monde, en tout cas, aujourd'hui, ce que représentait pour les Syriens le pire dans l'emprisonnement. En sachant que l'emprisonnement et le lieu de détention, c'est quelque chose qui est omniprésent pour tous les Syriens. Ça touche toutes les familles, toutes les communautés. C'est vraiment un mécanisme qui est ancré dès le plus jeune âge. On sait que ça existe. On sait que ça peut toucher la moindre personne. C'est un mécanisme qui a été mis en place depuis très longtemps, même avant Hafez, en fait, ce mécanisme-là, mais il s'est développé sous Hafez. Et moi, en l'occurrence, quand je m'y intéressais, j'ai commencé par la prison de Palmyre, qui est la prison de Tadmor, qui à l'époque... La prison du désert, la fameuse prison construite sous Hafez. Non, en fait, elle est construite par les Français en 1920. Oui, merci. Mais utilisée par Hafez. Qui a été utilisée par Hafez. Tadmor, du coup, elle est construite en 1920 et elle est très utilisée dans les années 80-90. Elle va principalement, en fait, emprisonner des frères musulmans. Il y aura aussi également des communistes qui vont y séjourner. Et à l'époque, en fait, c'est ce qui se fait de pire. Emprisonner les frères musulmans, parce que c'était les opposants d'Assad. Oui, parce que c'était des opposants. On peut comprendre un peu que c'était un mouvement de frères musulmans dans les années 80, parce qu'en fait, Assad ne nous a pas permis de se réunir et de se rejoindre, sauf à la mosquée. Oui, c'est tout à fait. C'est un point très important. Il y avait des gens islamistes qui ont déclenché le mouvement contre Assad le père dans les années 80. Il a emprisonné tout le monde qui s'est opposé à lui, y compris les étudiants, les gens politisés, les gens pas politisés, les gens normaux, et voilà, les jeunes aussi, des femmes, des enfants. Elle a emprisonné tout le monde qui s'opposait à lui. Pour rebondir par rapport à ce qu'elle dit, c'est un point essentiel, je pense, pour nos auditeurs, peut-être qui n'ont pas connu ce qu'était la Syrie, c'est qu'en fait, des Hafez et même après sous Bachar, en fait, la société civile, les associations et toute réunion, finalement, des personnes qui permettent, en fait, d'émerger ne serait-ce qu'un groupe qui peut potentiellement être dangereux dans sa pensée ou autre, est détruit. Et donc, finalement, beaucoup de personnes vont se retourner vers un aspect religieux pour pouvoir échanger ou autre. Il n'y a pas que ça, mais c'est vrai. Et quand je dis frères musulmans dans les années 80-90, c'est une autre époque. C'est pas comme l'époque actuelle. Il faut pas mixer de se dire que dès le début, en fait, l'opposition, c'est que des frères musulmans. En fait, ce n'est pas que ça. Et juste pour préciser, il y a une loi en Syrie qui a été promulguée en juillet 1980 qui condamnait à mort tout membre des frères musulmans. Donc, on comprend comment aussi l'appareil juridique a été utilisé pour les arrestations arbitraires à l'encontre des opposants. Et juste pour terminer sur Palmyre. Sur Palmyre, parce que je parle de Palmyre, en fait, donc voilà, elle va connaître un massacre où ils vont tuer entre à peu près 1000 personnes pour venger à une tentative d'assassinat sous Hafez. Donc les gens vont être tués dans les dortoirs, où ils vont faire un simulacre de libération et les tuer. Et par la suite, donc, en fait, elle va reprendre en 2011. Elle a été fermée, mais elle va reprendre en 2011 pour réenfermer des gens.
Et sous Daesh, en fait, elle va être libérée, mais surtout, elle va être détruite. Et c'est un point essentiel, je pense, parce que la destruction, en fait, de cette prison-là va faire que c'est la première prison qui est d'une extrême importance où, en fait, toutes les preuves vont être détruites. Et donc, on parlait de ce que disait Mahmoud, et je pense que c'est un point essentiel. Lorsqu'il parle de la libération de Sednaya, ils s'en foutent de Bachar. Personnellement, moi, c'était un peu... j'étais content, mais c'était pas ça qui m'importait, parce que le devoir de mémoire est extrêmement important. En fait, toutes ces preuves et tout ce qui est actuellement, c'est l'essence même de pouvoir se reconstruire, premièrement, et de pouvoir, en fait, faire une nation qui va pouvoir se faire corps, finalement, dans sa souffrance pour pouvoir aller vers demain un avenir que j'espère radieux. Je veux juste dire quelque chose par rapport à la prison de Tadmor et Sednaya. En fait, la prison de Tadmor, il s'appelait avant la deuxième prison militaire en la Syrie. Mais quand la prison de Tadmor, c'était le pire prison de la Syrie. Sednaya, elle n'était pas comme ça. Elle n'était pas comme ça avant. Sednaya, elle était un peu moins forte de Tadmor. Mais quand la SS qui sont pris de Tadmor, et il y a plus de Tadmor là-bas, ils sont transférés toutes les islamistes et toutes les gens politiques qui étaient à Sednaya, ils sont transférés jusqu'à les prisons civiles dans toutes les régions en Syrie. Et après, ils ont commencé à mettre toutes les gens qui sont participés à la révolution à Sednaya. Et c'était à la fin de 2011. Et après, ils sont fait à la prison de Al-Baloni en Homs. Ils ont fait à la 3e prison militaire. Ok. Alors, après Sednaya, il y aura une 3e prison militaire, mais c'est pas pour tout le monde à Sednaya. Ok, merci de préciser ça. Et d'ailleurs, comme on parlait de la prison de Tadmor, pour les auditeurs qui voudraient en savoir plus, je vous conseille de lire le livre La Coquille de Mustapha Khalife, La Coquille, prisonnier politique en Syrie, qui était communiste, un ancien communiste et qui a été Attention, emprisonné. C'est très descriptif, très dur, mais Exactement. Super important pour comprendre ce Hafez. qui se passe dans les prisons. Mais aujourd'hui, on a Mahmoud aussi pour nous expliquer Évidemment. Et en direct ce qui s'était passé à ces gens, parce que aussi, moi, j'ai failli m'exprimer par rapport au fait que notre joie, elle est aussi mélangée avec beaucoup de douleur, des images horribles qui sortent des prisons, mais aussi aujourd'hui les fosses communes qu'on trouve tous les jours. Donc, je suis très désolée, Mahmoud, pour tous tes amis que t'as perdus. On aurait aimé qu'ils soient là pour se jouir avec nous, mais j'espère que on ne devra pas refaire la révolution et perdre plus de gens pour notre avenir démocratique, j'espère. Oui, moi je sais que toutes mes amies qui sont passées sont très contents maintenant. Et vous parliez justement du devoir de mémoire et de l'importance de la justice. Il est très difficile de documenter, et tu le disais, Adnan, maintenant avec Sednaya et sa libération, on va pouvoir travailler sur cette documentation. L'ONG Syrian Network for Human Rights a fait un travail de chiffrage en estimant qu'il y avait 136 000 personnes, plus de 136 000 personnes qui étaient détenues dans les geôles syriennes qui avaient disparu. Et en même temps, il y a Syrian Justice and Accountability Center qui a fait une grande enquête et qui a comptabilisé plutôt 400 000 disparus. Et donc, on voit qu'il y a un fossé entre les chiffres parce qu'il est très difficile de savoir exactement combien de personnes ont disparu. Et on va revenir un peu sur le mécanisme de la disparition, mais pour expliquer, parce que beaucoup de personnes découvrent ce qu'est une disparition forcée depuis la chute du régime de Bachar al-Assad. Mais concrètement, c'est quoi une disparition forcée? Est-ce que vous pouvez expliquer concrètement ça veut dire quoi? Je pense une disparition forcée, la définition, c'est être pris par une entité qu'on ne connaît pas. Mais malheureusement, en Syrie, on connaît. Et je pense que c'est pas tout à fait vrai que c'est difficile à documenter, parce que la révolution syrienne, c'est une révolution très documentée. On voyait en direct sur ce qui s'est passé en Syrie depuis 2011. Heureusement, c'était pas le cas
comme dans les années 80, parce que Assad, le père, il a opprimé, il a fait un blackout, on pouvait rien savoir, mais aujourd'hui c'est différent et les Syriens ont fait un job incroyable de documentation. Aujourd'hui, oui, on a un décalage de chiffres parce qu'on ne sait toujours pas l'ampleur des atrocités d'Assad et les gens qui ont disparu. Donc oui, normalement la définition qu'on ne sait pas où elle est la personne, et normalement, qui l'a pris aussi, qui l'a emprisonné. Mais je pense, on sait très bien, c'est les appareils de Assad, de Hezbollah et d'Iran. Donc en gros, pour résumer, donc on parle de disparition forcée lorsqu'une personne elle est arrêtée, placée en détention ou enlevée par les autorités ou par des personnes agissant avec leur autorisation et que les responsables nient ensuite que cette personne est privée de liberté ou dissimule l'endroit où elle se trouve. Ouais, en gros. Et donc, c'est l'article 2 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 20 décembre 2006 des Nations Unies. Je cite ça pour un petit peu recontextualiser, c'est important. Et justement, quand on dit disparition forcée, ça veut dire que les proches ne savent pas où se trouve la personne arrêtée. Donc, et il y a tout un système qui se met en place. C'est la machine en fait qui démarre. Qui voudrait m'expliquer ce mécanisme à partir de l'arrestation jusque l'emprisonnement et la sortie, comme toi, Mahmoud, tu l'as vécu? En fait, il y a plusieurs choses, ou il y a plusieurs oui, on dit pour l'arrestation. Il y a des arrestations sur les points de militaires, il y a de l'arrestation de chez les gens, par exemple, ou sur les frontières, où il y a beaucoup de choses. Mais l'arrestation, ça dépend sur quoi. En fait, l'arrestation de la régime, parfois, oui, il y a des listes, il y a des gens qui sont cherchés par le régime ou par l'État, parce qu'ils sont parlés contre l'État ou contre le régime. Mais il y a des gens, ils étaient arrêtés juste à cause d'être de cette ville-là ou d'être de cette famille-là. Et moi, je connais plein de gens qui étaient avec moi en prison, qui étaient le père, les trois frères, toute la famille. Alors, il y a personne à l'extérieur de la prison, de la famille. Et moi, je connais qu'il y a beaucoup de familles en Syrie qui sont supprimées de la. Toute la famille. Oui, ils sont supprimés, toute la famille de la vie, ou dans tous les papiers civils dans l'État. Elle était supprimée. Alors, qui va demander des comptes? Ils sont où? Bien sûr. Il y a personne. Oui. Et justement, Adnan, est-ce que tu peux nous raconter justement après le système qui se met en place, notamment avec la corruption, quand les proches essaient d'avoir des informations? Oui, non, il y a plein de choses à dire. Je vais essayer de recontextualiser, mais l'histoire de toute façon, j'ai rien à dire à côté de Mahmoud parce que lui, il a vécu dans sa chair. Mais ce que je veux dire par là, c'est il faut comprendre en fait que quelqu'un peut juste pour une photo partir. Il y a je me rappelle d'une histoire là. Moi, je connais quelqu'un qui a été emprisonné. C'est juste parce que sur Facebook, en fait, il faut revenir en 2011. On est sur Facebook, il n'y a pas d'Instagram et autres, mais les gens se faisaient torturer pour des codes Facebook. Et il y en a qui sont morts pour des codes Facebook. Moi, j'aimerais que tous les auditeurs comprennent qu'à chaque fois qu'ils rentrent un code bidon, en fait, il y a des gens qui sont morts pour ça. Il y a des gens qui n'ont pas dit aussi pour protéger leurs amis. Et après, de fil en aiguille, en fait, il y avait une sorte de maille qui en découlait. Et les gens, les amis d'amis, pouvaient se faire enfermer. Et donc, la personne, pour revenir à la conversation que j'avais eue, c'est sur une photo, en fait, elle se prend en photo. La photo, je l'ai vue, elle est assez lambda. Et en fait, derrière, au loin, il y a un drapeau de la Révolution, de quelqu'un qui le tient. Ça y est. Je pense qu'on se rappelle juste tous et toutes que ça peut être une personne qui n'est pas adulte, qui n'a rien fait, même pas une photo. Exactement. On se rappelle tous et toutes de Hamza Al-Khatib. Exactement. Qui était donné à sa famille avec le corps sans vie, avec les cigarettes éteintes sur son corps, qui était torturé jusqu'à la mort, qui était bleu parce qu'en fait, ça faisait déjà des journées qui étaient dans les gouales de Assad. Donc, juste pour vous dire, la cruauté et l'horreur que Assad nous a infligé pendant des années, c'était vraiment des enfants. Et aujourd'hui, on voit dans les prisons de cette Naya, on voyait un enfant qui était né
dans cette prison qui n'avait jamais vu la lumière du jour. Donc les atrocités, il y a des couches des atrocités. C'était vraiment pas que tuer les gens, mais aussi Assad, elle essayait de nous épuiser même psychologiquement. C'est-à-dire, je pense que tu es très familiarisé avec ça, qu'en fait, elle disait aux familles que vos proches sont toujours vivants. Donnez-nous de l'argent, on va vous dire où ils sont, alors que pas du tout. Ça, c'est le système de corruption dont on parle. Exactement, c'est la corruption pour prendre l'argent des gens, pour épuiser les gens, même psychologiquement, pour ne pas pouvoir se révolter. En fait, il y a un mécanisme donc voilà qui se met en place et pour revenir sur l'argent, c'est qu'en fait, à partir de ce moment-là, c'est un peu comme une mafia. Et c'est des kidnappings. C'est un mafia, c'est le mafia. C'est la mafia, en fait. C'est la mafia. D'ailleurs, là, je fais une aparté, mais Bachar, on regarde le parrain, on regarde la famille Assad, dans les mécanismes des frères, c'est un peu, il y a des choses qui sont similaires. Bref, je reviens. Mais oui, il y a de l'argent, en fait, qui va être demandé pour la moindre information. Et l'information, elle peut être fiable ou pas fiable. Et après, j'ai envie de dire, c'est à la syrienne, malheureusement, mais c'est, Habibi, je te donnerai l'information quand j'en aurai une. Et en fait, des fois, il n'y en a pas, mais en fait, c'est juste pour prendre de l'argent. Et c'est des mécanismes, en fait, c'est un État corrompu. Sur toutes les strates, en fait, va y avoir des mécanismes de corruption. Et en fait, à partir de ce moment-là, la personne n'est plus qu'une denrée, soit d'argent, soit de traumatisme, ou soit pour faire des leviers sur la famille. Combien de personnes ont été enfermées ou sont morts juste parce qu'en fait, ils recherchaient une tierce personne de leur propre famille. C'est une monnaie d'échange, finalement. Et on le sait, c'est partout, en fait. C'est omniprésent. C'est comme, en fait, vivre sous une toile d'araignée. C'est partout et on le sait. C'est ça. Et surtout, après, moi, c'est un autre point, désolé, je rebondis. En fait, les Syriens le savent, mais en fait, à l'extérieur, les gens, s'ils voulaient savoir, en fait, ils le savaient depuis très longtemps. Oui. Il y a énormément de ressources, de témoignages et autres. Et aujourd'hui, je vois toute la presse qui s'empresse d'en parler. Je suis ravi, en fait, que ça sorte. Mais j'ai envie de dire... Mais où étiez-vous avant ? Où étiez-vous avant ? Et oui, certes, vous ne pouviez pas rentrer dans le pays, mais en fait, il y avait franchement, je pense qu'il y avait plus de centaines de témoignages qui attestaient de la chose. Et j'aurais voulu, en fait... Le dossier César. Le dossier César, 45 000 photos. J'allais en parler, en fait, du fait que... Premièrement, tu peux réintroduire quel est le dossier César pour que les gens puissent comprendre. Je voulais dire aussi, juste pour répondre au fait que Assad est chuté pendant 12 ans. 12 journées. En fait, non, parce que c'est de travail acharné de la part des Syriens sur place en Syrie, mais aussi à l'étranger. En fait, il y a beaucoup des organisations syriennes qui ont beaucoup travaillé sur ça. Et la première chose à laquelle on pense, c'est le dossier César. Le dossier César, ça comprend presque 55 000 photos des gens qui étaient torturés et tués. Et aujourd'hui, c'est très beau aussi, juste pour dire que, en fait, César, c'est un homme syrien qui a un nom, qui a une histoire et tout, mais elle s'est cachée pendant des années parce qu'elle ne voulait pas que sa famille soit persécutée au pays. Mais aujourd'hui, elle est sortie pour dire, moi, je me rappelle plus son nom, et elle a exposé son identité après des années. Et du coup, oui, on a des preuves des attaques chimiques en 2013 et ailleurs, par le régime Assad, qui étaient prouvées par les mécanismes de l'ONU, mais aussi le dossier César, et on a plein d'autres preuves à en parler pour dire que c'était bien documenté. Comment Juste un point pour César, parce que c'est assez important, en fait. En fait, les photos que César sort, c'est que dans une région de la Syrie. Ça veut dire qu'il y a encore, ça veut dire que ces photos-là ne concernent que Damas et ses environs, alors qu'il y a Alep, il y a Hama, il y a Homs, il y a plein d'autres. Et sur une période donnée aussi. Les photos de César, tout est dans les hôpitaux à Damas. Exactement. Spécifiquement l'hôpital 601 militaire, qu'il a tous les prisonniers dans cet hôpital qui viennent de l'armée. C'est pas jugé. Ils sont pas passés vers le tribunal. Il n'était pas à Sednaya. Toutes les photos de César, c'était pas à Sednaya. Les prisonniers de Sednaya, ils partent à l'hôpital il s'appelle l'hôpital d'Octobre. Alors, c'est des massacres. C'est pas encore Sednaya. C'est pas encore Sednaya. C'est des massacres extrajudiciaires, en fait. Exactement. Et justement, tu parlais, en fait, Bouchra, Mahmoud et Hanan, vous parliez de la torture, pas seulement pour faire parler
le prisonnier, mais aussi pour le détruire de l'intérieur et détruire aussi la sphère familiale avec des tortures qu'on ne peut pas forcément évoquer à une heure de grande écoute. Terrible, mais je me tourne vers toi, Mahmoud. Comment comment le peuple syrien peut se reconstruire sur un demi-siècle de traumatisme, un demi-siècle d'assassinat, d'injustice? Comment, puisque dans chaque famille syrienne, il y a une histoire où vous connaissez tous et toutes des personnes qui ont disparu, qui ont été arrêtées, qui ont vécu cela de près, etc. Comment le peuple syrien peut se reconstruire désormais? Le peuple syrien peut survivre après toutes ces périodes de traumatisme, de voir qu'est-ce qu'on a donné pour cette révolution, qu'est-ce qu'on a donné pour la Syrie, combien d'âmes on a donné pour la Syrie. Si on va pas reconstruire la Syrie encore une fois, si on va pas survivre encore, on va être la coûte qu'on a payée, ça sera pour rien. Si on fait pas ça. Il y a eu trop de sacrifices en fait qui ont été faits et les gens ont trop donné de leur chair pour qu'il ne se passe rien après. La justice transitionnelle, est-ce que je pense que c'est vraiment la question la plus importante, comme a mentionné Mahmoud, c'est la justice transitionnelle, parce qu'aujourd'hui, on parle de milliers de familles qui cherchent leurs proches. Parce qu'elles ne savent même pas s'ils sont morts, elles sont vivants. Je pense, on sait à peu près qu'elles étaient tuées, mais elles ont toujours l'espoir parce qu'on n'a pas... Oui. On va pas faire un accord pour ça parce qu'on n'est pas... Moi, je suis pas un bear. Oui. Moi, je suis pas un bear. Moi, quand j'ai vu mon ami que je le connais très bien, j'ai parlé avec son père, j'ai parlé avec sa famille, que j'ai dit son fils, il était mort entre mes mains. Je suis sûr, 100%. Je l'ai vu et je l'ai touché. Mais à part ça, je peux pas dire que... oui, je sais, mais je peux pas dire. Non, je le comprends. C'est juste qu'on ne sait pas le destin de ces gens. Et c'est très dur pour les familles des personnes disparues parce que elles savent pas et elles ont déjà subi beaucoup d'années de ce truc très douloureux. Et donc, d'ailleurs, on voit ces images depuis une semaine, des familles qui arrivent, qui affluent de toute la Syrie aux portes de Sednaya pour essayer de retrouver un proche, avec des images terribles où on a vu des détenus libérés dans des détresses psychologiques qui sont pas descriptibles. En fait, tout est absolument indescriptible. Et ça pose aussi la question de la justice, donc tu viens de l'évoquer, mais aussi du droit international. Qu'est-ce que, Bouchra, tu peux dire sur cet aspect-là, les suites, en sachant que Bachar al-Assad a été dans l'impunité totale depuis toujours, et clairement, on l'a laissé faire. Oui, je pense... Quand je dis on l'a laissé faire, c'est la communauté internationale. La communauté internationale. Je peux pas nier le fait qu'il y avait de travail, il y a eu de travail pour combattre un peu l'impunité, mais c'était pas assez. C'est-à-dire que, oui, on a arrêté des criminels de guerre en Europe. Il y avait un film que je vous conseille qui s'appelle Les Fantômes. C'est un film qui parle de trouver et attraper les criminels de guerre qui se sont infiltrés en Europe en disant qu'on est des victimes d'Assad, mais après il y avait les victimes qui étaient torturées par ces gens qui disaient non, en fait, cette personne m'a torturée, elle a enlevé ma dignité, ça peut pas être ok de les avoir vivre tranquillement comme ça. Donc oui, il y a eu des travails, même en France, il y avait beaucoup des criminels de guerre qui étaient jugés, parmi lesquels je peux penser à Islam Alouche, qui était attrapée à Marseille parce qu'elle est venue comme si c'était ok, elle donnait une conférence à Marseille, mais il y avait des gens qui appelaient la police et elle est aux prisons aujourd'hui. Il y a eu le procès d'Abar aussi en juin dernier. Oui, exactement. Et donc oui, et même le dossier César, parce que après le travail acharné des Syriens aux États-Unis et le lobby syrien aux États-Unis, il y avait les sanctions César qui essayaient de pousser Assad, mais malheureusement c'est un État, c'est un narco-État qui se finançait à partir des économies alternatives qui étaient horribles, comme en fait distribuer le Captagon, ce qui est un drogue très addictif, qui est un sort d'amphétamine,
qui mettait en danger toute la région. Donc aujourd'hui, la victoire de la Syrie, ça nous touche pas que nous. En fait, ça touche toute la région, mais même le monde. Oui, le monde. Parce qu'en fait, ça montre la résilience de peuple, ça aboutit à quelque chose. La révolution de peuple aussi, ça peut aboutir à quelque chose, et ça peut aussi s'en débarrasser d'un dictateur, mais aussi aider les pays voisins, mais le monde aussi à voir que la résistance aboutit à Est-ce que Mahmoud, toi, tu attends quelque chose du droit international pour rendre justice? C'est trop tard. C'est trop tard pour toi. C'est trop tard. Si le droit international ou si le monde, tout le monde, s'il fait faire quelque chose là maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va retourner toutes les âmes qui sont décidées ou qui sont passées? Non, c'est trop tard. Je reçois les messages ou les commentaires. Pourquoi vous parlez maintenant après la chute d'Assad sur ce sujet? Moi, je suis sorti de la prison à la fin de 2019. De ce jour-là, le 3 novembre 2019, je parle sur ce sujet. Chaque jour, chaque seconde, tous les jours. Mais personne ne t'écoutait. Oui. Elle dit, elle me regarde comme une victime. Moi, je suis pas une victime. Moi, je suis content que j'ai passé en prison 7 ans. Je suis content d'avoir cette expérience, de devoir être avec tous ces gens-là qui sont décidés. Et je ne sais pas comment je suis sorti. C'est la chance. Je ne sais pas du tout. Mais, et je suis content que j'étais là-bas. J'étais avec les gens qui disent, on cherche le droit international, on cherche le droit d'homme, on cherche le droit blablabla et tout ça, et on fait rien. On fait rien du tout. Là, je vais juste parler sur le tribunal militaire d'exhibition, qu'il était le premier responsable de tuer toutes les disparus à Sednaya, qu'il était attaché directement à Bachar al-Assad. Il n'y a aucun papier qui sort de ce tribunal sans la signature de Bachar al-Assad. Ok. Oui, personnellement, lui. Donc on connaît très bien le criminel. On connaît très bien qui a donné les ordres pour les attaques chimiques, mais aussi pour tuer et exterminer. Spécifiquement Bachar al-Assad. Adnan, sur ce point-là, je voudrais réagir, je te vois. Moi personnellement, j'ai rien à dire de plus. Ça fait tellement d'années en fait qu'on le sait. Si la justice avait voulu faire quelque chose, elle l'aurait fait. Et je pense qu'en fait la justice est importante pour la suite, mais à l'international, en fait, je pense que les Syriens, et là je parle en mon nom, peut-être que d'autres personnes ne seront pas d'accord. En fait, depuis très longtemps, ils savent qu'ils peuvent compter que sur eux-mêmes. Tout ce qui est international, en fait, on l'a vu. On l'a vu depuis 2011, en fait. Au début, il y avait un espoir, en fait. Les gens regardaient à l'extérieur en se disant, à un moment, il va se passer quelque chose. Mais en fait, on a vu qu'il ne s'est rien passé. La ligne rouge, les attaques chimiques, j'ai envie de dire, la ligne rouge, on le sait très bien. Ok, les Français voulaient décoller, ils ont attendu dans leurs avions, ils ont attendu le go, et en fait, c'est jamais parti. Et à partir de là, c'était terminé. En fait, c'est pas que c'était terminé. Je pense qu'avant, il y a eu tellement de choses. Sincèrement, je pense que j'espère en tout cas, je sais pas ce demain sera fait, mais j'espère qu'en fait le monde analysera ce conflit comme il a été depuis le début, avant, en 2011 et tout ce qui s'est passé après, parce que je pense qu'en tout cas les Syriens sont d'une exemplarité dans tout ce qu'ils ont subi, et il y a encore beaucoup de choses. Et en fait, je pense que tout le monde va découvrir beaucoup de choses. J'ai envie de dire, écoutez les Syriens. Essayez de comprendre leur histoire, leur donnez pas de leçons de morale, mais surtout essayez de les écouter pour une fois au lieu de penser au-dessus. À leur place. C'est ce qu'on essaie de faire dans cette émission, de donner la parole aux personnes concernées. Et il y a un point que j'aimerais que l'on aborde, c'est la question des réfugiés. Depuis 2011, le conflit a déplacé des millions de personnes, 7 millions à l'intérieur de la Syrie et 6,3 millions à l'étranger selon le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés. Les 3/4 des déplacés sont partis dans des pays limitrophes et 700 000 réfugiés et demandeurs d'asile se trouvent aussi en Allemagne. Mais l'Europe a vraiment accueilli assez peu finalement de réfugiés syriens quand on regarde tous ces chiffres. Au lendemain de la chute de Bachar al-Assad en Syrie, plusieurs États européens ont annoncé,
lundi dernier, donc lundi 9 décembre, la suspension de l'examen des demandes d'asile syriennes en cours dans leur pays. Sans grande surprise, on retrouve l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, mais aussi le Danemark, la Norvège ou encore l'Autriche. Donc des annonces qui interviennent très rapidement. Ces prises de décision illustrent l'obsession de l'Europe avec les migrations. Bouchra, toi qui travailles sur cette question-là, est-ce que tu peux nous expliquer ce que cela signifie? Les personnes vont-elles être renvoyées en Syrie, là? Je pense, au niveau de la loi internationale, elles ne peuvent pas enlever la protection. Parce qu'il y a 3 catégories. On a demandeurs d'asile, les gens avec une protection subsidiaire, les gens avec protection internationale. Les gens avec la protection, je pense, il n'y a pas beaucoup de danger. Mais déjà, ils ont infligé le stress, ils ont infligé déjà beaucoup des inquiétudes chez les gens. Après, pour les personnes demandeurs d'asile, je ne sais pas s'ils peuvent les envoyer maintenant, mais elles n'ont pas le droit de les envoyer tous en masse. Parce qu'en fait, pour obtenir l'asile, il faut étudier cas par cas. Et pour les renvoyer, il faut étudier cas par cas. Il faut que ça soit volontaire. Elles ne peuvent pas les envoyer tout seules comme ça. Et c'est la convention de 51 qui stipule ça. Mais pour moi, c'est une décision pas juste et pas pratique. Comment vous allez faire pour renvoyer les gens? Et on a une expression en arabe qui dit, si tu les envoies par la porte, elles reviennent par la fenêtre. Donc, on va ouvrir la porte pour une nouvelle vague d'immigration illégale où on va perdre beaucoup d'âmes en plus dans la mer Méditerranée. C'est pas pratique, cette décision, et c'est pas juste d'infliger ce stress chez les demandeurs d'asile et les demandeuses d'asile. Oui, parce qu'en fait, il y a une incertitude aussi qui règne. Est-ce que, en fait, pour toi, ou pour vous, je m'adresse à vous trois, quelles doivent être les garanties pour le retour des réfugiés syriens? Je pense qu'il y a... Je verrais plutôt le problème sous un autre angle. C'est qu'aujourd'hui, on sait dans quel univers politique en fait on se situe en Europe. Et en fait, ce discours-là, il est non réfléchi. En fait, il sert à une base électorale. Il sert à répondre à je pense à des automatismes que les politiciens il y a une fenêtre qui s'est ouverte. Hop, il faut que j'ai un élément de langage et bam, je balance quelque chose, ça va bien faire. Et en fait, ils sont tous empressés dedans. Et j'ai envie de dire, en fait, on était déjà en train de nous parler de ça alors que les gens ne savaient même pas ce qui se passait dans le pays. Et je pense que si on leur demandait expliquez-moi ce qui se passe en Syrie, ils auraient été incapables de le dire. Par contre, ils savaient qu'ils voulaient directement renvoyer des gens. Et si je me permets aussi juste dire que je comprends pas le discours hypocrite, si je me permets de le dire, que en fait on dit que ces personnes dirigeant le pays, elles sont sur la liste terroriste, elles sont toujours sur la liste terroriste. On a toujours les sanctions sur la Syrie. C'est un pays détruit, il n'y a pas d'infrastructure. Vous allez les renvoyer chez les terroristes? Si vous dites c'est ça votre discours, il faut que vous soyez cohérent. On peut pas faire les deux à la fois. Après, la cohérence et la politique, oui, ici. Juste pour préciser, HTS est considéré comme une organisation terroriste selon l'ONU, pour l'Union européenne aussi et pour les USA, États-Unis. etc. Exactement. Tu parlais de la Syrie est détruite. On peut parler juste de la situation économique. Actuellement, plus de 16 millions de Syriens ont besoin d'une aide humanitaire selon l'ONU. La pauvreté toucherait 70% de la population. Ça, c'est un chiffre qui date de 2022 d'après la Banque mondiale. Et on voit qu'il y a déjà énormément de personnes qui sont dans les camps, en Jordanie, Turquie, Liban, qui commencent à revenir petit à petit. Il y a notamment un poste frontière à la frontière turco-syrienne qui a été ouvert. Évidemment, ça fait Erdogan veut pousser les Syriens depuis très longtemps à rentrer dans leur pays avec des retours forcés, des expulsions, etc. Comment cette reconstruction peut s'organiser? Comment doit-elle s'organiser surtout? Pour moi, j'ai ma famille en Jordanie et ils sont très stressés parce que, comme on disait, comme tu viens de le mentionner, il y a des chiffres incroyables par rapport au fait on n'a plus d'infrastructure, on n'a plus de... Il y a pas de la santé, il y a pas de l'éducation, il y a vraiment aucune garantie de fait qu'ils peuvent y aller et vivre dignement. Pour moi, il faut le temps. Il faut le temps comme
n'importe quel pays qui a une transition politique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pays très démocratiques. Ils sont dans une période transitionnelle et période transitionnelle politique. Est-ce qu'on peut s'assurer de ce que va se passer dans quelques mois? Non, on peut pas. Donc, il faut donner les gens de temps parce que c'est très déshumanisant de dire les gens, vous avez vécu des couches de déplacement et maintenant, allez-y, rentrez chez vous parce que votre maison qui a été brûlée, le feu, elle est éteint. Allez-y, gérez la maison alors qu'elle est détruite et elle est brûlée. Mahmoud, est-ce que toi, tu aimerais rentrer en Syrie si tu en avais l'occasion, là, demain? Peut-être pour faire une visite à Sedna. Je vais aller là-bas. Je vais voir là-bas. Je vais prendre ma caméra et je vais là-bas. En fait, quand je suis arrêté, j'étais arrêté spécifiquement à cause de la caméra. Quand j'avais 16 ans. Quand j'avais 16 ans, j'ai commencé à documenter les choses avec la caméra, mais après, j'étais arrêté à cause de ça. Et quand j'étais à Sednaya, je savais pas que je vais sortir. Et j'ai dit que je vais pas sortir. Je vais mourir là et c'est la fin. Mais j'ai réfléchi une fois, si je vais aller à l'extérieur encore une fois, je vais continuer à tenir la caméra et je vais faire le cinéma parce que j'ai enregistré toutes les choses dans ma tête de la début jusqu'à la fin. Et maintenant, j'ai étudié le cinéma ici à la Sorbonne. Ta vie est ici. Pour ça. Pour ce jour-là. Et justement, là, Bouchra aussi, tu as construit ta vie ici. Et comment, en fait, la diaspora syrienne, elle a un rôle politique aujourd'hui ou économique dans la reconstruction du pays? Oui, je pense que personnellement, j'ai une histoire très différente de toi, Mahmoud. Et j'aimerais trop aller en Syrie. C'est mon rêve vraiment de faire partie de la passation politique et de la justice transitionnelle et toutes choses qui peuvent servir la cause. Et j'aimerais trop aussi mettre en service les compétences que j'ai acquises ici en Jordanie et partout où j'étais. Mais en même temps, j'ai besoin des garanties, comme tous les êtres humains en fait. On a construit une vie, on s'est fait des amis, on a envie de retourner si on veut. On peut pas être renvoyé maintenant sans garantie. Mais j'aimerais bien y aller même en gardant ma protection. Juste pour y aller, participer et s'assurer qu'il y a une représentation femme et féminine à la politique syrienne aujourd'hui. Mais si on n'a pas les garanties, on peut pas y aller. Et toi, Adnan? L'histoire, elle est un peu plus particulière, mais je pense que j'aimerais bien y retourner, mais pas pour y vivre, puisque moi, ma vie est ici. En revanche, j'ai des promesses en fait faites à des gens, et je pense que c'est surtout pour ça que je dois y retourner. Et c'est très dur en fait d'avoir des promesses qu'on pensait ne pas pouvoir tenir, et en fait du jour au lendemain pouvoir y retourner et pouvoir tenir ses promesses. C'est aussi ça qui est vertigineux. J'aimerais juste vous dire à ceux et celles qui nous écoutent, vous voyez, on est 3 Syriens. On a 3 histoires différentes. C'est pour ça qu'il faut humaniser les Syriens et regarder cas par cas et ne pas nous en renvoyer tout en Syrie en même temps, en masse, parce que vous voulez vous en débarrasser des réfugiés. C'est pas OK. La question des femmes, Bouchra, j'ai envie qu'on l'évoque pour terminer cette émission. Tu parlais de ta volonté d'y retourner pour apporter tes compétences et tout ce que tu as pu apprendre ici à Paris ou encore en Jordanie. Comment le féminisme en Occident a oublié de s'adapter un petit peu aux normes sociétales en Syrie et quelle est finalement la place des femmes aujourd'hui dans cette chute du régime de Bachar al-Assad? Je pense qu'on entend très peu les femmes et on les oublie très souvent alors qu'elles ont payé le prix fort. Je pense que les femmes syriennes ne cherchent pas leur place. Elles avaient toujours leur place dans la société syrienne. Elles étaient toujours présentes pour la lutte depuis le mandat français dans les années 30, elles étaient des infirmières, elles étaient au premier front. Et même pendant la révolution syrienne, c'était nous, la plupart du temps, quand il y avait les raids de Assad qui venaient chez nous pour récupérer les hommes, pour les faire rejoindre à l'armée, les hommes, ils étaient pas là, parce qu'ils voulaient pas rejoindre. Et c'était nous qui avons subi les descentes de la part de l'armée syrienne, les viols et les arrestations, l'humiliation, parce qu'ils venaient chez nous pour brûler
les maisons pour brûler, même les petits, comment dire, les motards, je sais pas comment dire, les motocycles et tout, juste pour nous montrer que vous pouvez rien faire pour enlever notre volonté de vie, mais en pareil aussi, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de femmes syriennes, diaspora, mais à l'intérieur de la Syrie aussi, qu'on fait des travail incroyables. Je pense surtout à Yazbek, à Samar Yazbek, qui a créé son organisation qui s'appelle Women Now, qui travaillait beaucoup sur la Syrie, sur plein de sujets de féminisme en Syrie, et sur le rôle des femmes syriennes qui a beaucoup changé aussi à partir de la révolution, parce qu'elles ont perdu les hommes de leur maison. Ils étaient obligés aussi de faire les rôles des hommes et de la femme à la maison. Donc oui. Oui, parce que avec HTS, beaucoup parlent dans les médias de l'inquiétude autour du droit des femmes en Syrie qui serait menacé. Qu'est-ce que tu Je pense qu'elles peuvent s'assurer, notamment avec le voile, etc., le port du voile, pardon. Je pense qu'il faut arrêter avec l'obsession de voile et il faut laisser les femmes syriennes décider pour elles-mêmes. Et on a vraiment le droit à l'autodétermination. Et je pense que les femmes syriennes ont beaucoup sacrifié pour ne pas laisser ça arriver très facilement et nous enlever tout ce qu'on a sacrifié aujourd'hui pour arriver à un État démocratique et à avoir la moindre de la représentation politique. Est-ce qu'on arrive sur la fin de cette émission et je veux te donner la parole, Mahmoud. Est-ce que tu as un dernier mot à nous dire? Je veux juste dire merci à Ahmad Al-Hassan parce que c'est lui qui m'a fait regarder ce jour-là. Rest in peace. Merci Mahmoud. Adnan, je m'adresse vers toi. Il y aurait tellement de choses à dire. Je vais tourner en fait parce que moi je me considère comme un peu un lien entre la France et la Syrie. C'est laisser les Syriens, écoutez-les, regardez au lieu de vous intéresser sur les questions du voile, sur des choses comme ça. Intéressez-vous vraiment à l'histoire de la Syrie. Je mets une petite pichenette, mais intéressez-vous par exemple à un personnage comme Frédéric Chatillon qui était le communicant de Marine Le Pen et également le communicant de Bachar. Voilà. Il y a plein de choses. Tu parles des liens entre l'extrême droite et le régime de Bachar. Voilà, l'extrême droite et le régime de Bachar. En fait, je fais ça, mais en fait, il y aurait tellement de choses à dire, mais au lieu d'avoir ces obsessions sur aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer et autres, non, intéressez-vous vraiment et surtout écoutez les Syriens et sans les juger. Excuse-moi, quand je dis les Syriens, bien sûr les Syriennes, mais c'est eux, ils ont vraiment une force et vous leur devez ça parce que pendant plusieurs années vous les avez pas écoutés. Un dernier mot, Bouchra. Je vous remercie pour nous avoir donné cette opportunité pour nous exprimer et je rejoins mes collègues, je dirais aussi, écoutez les Syriens et les Syriennes et nous traiter comme des êtres humains. Et nous laisser aller en Syrie, s'il vous plaît, mais en gardant notre protection parce qu'on a très envie d'y participer et d'en faire partir. Merci à vous. Merci Bouchra Al-Zoubi. Merci Mahmoud Hamoud. Merci Adnan Farzat d'avoir été mes invités pendant 1 heure, d'avoir parlé de la Syrie et de, l'après-chute. C'était vraiment passionnant de vous écouter et j'espère vous retrouver très bientôt. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés et je vous retrouve la prochaine fois, le mois prochain, en janvier 2025, pour une toute nouvelle émission. Merci, au revoir.